Félicité tomba sur une chaise en s'appuyant la tête à la cloison et ferma ses paupières, qui devinrent roses tout à coup. Puis, le front baissé, les mains pendantes, l'œil fixe, elle répétait par intervalles : « Pauvre petit gars, pauvre petit gars !» Liébar la considérait en exhalant des soupirs. Madame Aubin tremblait un peu. Elle lui proposa d'aller voir sa sœur à Trouville. Félicité répondit par un geste qu'elle n'en avait pas besoin. Il y eut un silence. Le bonhomme Liébar jugea convenable de se retirer. Alors, elle dit : « Ça ne leur fait rien à eux. » Sa tête retomba, et machinalement, elle soulevait de temps à autre les longues aiguilles sur la table à ouvrage. Des femmes passèrent dans la cour avec un bar d'où dégouttelait du linge. En les apercevant par les carreaux, elle se rappela sa lessive. L'ayant coulée la veille, il fallait aujourd'hui la rincer, et elle sortit de l'appartement. Sa planche et son tonneau étaient au bord de la touque. Elle jeta sur la berge un tas de chemises, retroussa ses manches, prit son battoir, et les coups forts qu'elle donnait s'entendaient dans les autres jardins à côté. Les prairies étaient vides, le vent agitait la rivière. Au fond, de grandes herbes s'y penchaient, comme des chevelures de cadavres flottant dans l'eau. Elle retenait sa douleur, jusqu'au soir, fut très brave, mais à peine dans sa chambre, elle s'y abandonna, à plat ventre sur son matelas, le visage dans l'oreiller et les deux poings contre les tempes. Beaucoup plus tard, par le capitaine de Victor lui-même, elle connut les circonstances de sa fin. On l'avait trop saigné à l'hôpital pour la fièvre jaune. 4 médecins le tenaient à la fois. Il était mort immédiatement et le chef avait dit « Bon, encore un ». Ses parents l'avaient toujours traité avec barbarie. Elle aima mieux ne pas les revoir et ils ne firent aucune avance par oubli ou endurcissement de misérable. Virginie s'affaiblissait. Des oppressions, de la toux, une fièvre continuelle et des marbrures aux pommettes décelaient quelques affections profondes. M. Poupart avait conseillé un séjour en Provence. Madame Aubin s'y décida et eut tout de suite repris sa fille à la maison sans le climat de Pont-l'Évêque. Elle fit un arrangement avec un loueur de voitures qui la menait au couvent chaque mardi. Il y a dans le jardin une terrasse d'où on découvre la Seine. Virginie s'y promenait à son bras sur les feuilles de pampre tombées. Quelquefois, le soleil, traversant les nuages, la forçait à cligner ses paupières pendant qu'elle regardait les voiles au loin et tout à l'horizon, depuis le château de Tancarville jusqu'au phare du Havre. Ensuite, on se reposait sous la tonnelle. Sa mère s'était procuré un petit fût d'excellent vin de Malaga et, riant à l'idée d'être grise, elle en buvait 2 doigts, pas davantage. Ses forces reparurent. L'automne s'écoula doucement. Félicité rassurait Madame Aubin, mais un soir, qu'elle avait été aux environs faire une course, elle rencontra devant la porte le cabriolet de M. Poupart, et il était dans le vestibule. Madame Aubin nouait son chapeau. « Donnez-moi ma chaufferette, ma bourse, mes gants, plus vite donc !» Virginie avait une fluxion de poitrine. C'était peut-être désespéré. « Pas encore, dit le médecin. » Et tous deux montèrent dans la voiture, sous des flocons de neige qui tourbillonnaient. La nuit allait venir, il faisait très froid. Félicité se précipita dans l'église pour allumer un cierge. Puis, elle courut après le cabriolet qu'elle rejoignit 1 heure plus tard, sauta légèrement par derrière, où elle se tenait aux torsades, quand une réflexion lui vint. La cour n'était pas fermée, si des voleurs s'introduisaient, et elle descendit. Le lendemain, dès l'aube, elle se présenta chez le docteur. Il était rentré et reparti à la campagne. Puis elle resta dans l'auberge, croyant que des inconnus apporteraient une lettre. Enfin, au petit jour, elle prit la diligence de Lisieux. Le couvent se trouvait au fond d'une ruelle escarpée. Vers le milieu, elle entendit des sons étranges, un glas de mort. « C'est pour d'autres, pensa-t-elle. » Félicité tira violemment le marteau. Au bout de plusieurs minutes, des savates se traînèrent, la porte s'entrebâilla et une religieuse parut. La bonne sœur, avec un air de componction, dit qu'elle venait de passer.
En même temps, le glas de Saint-Léonard redoublait. Félicité parvint au second étage. Dès le seuil de la chambre, elle aperçut Virginie étalée sur le dos, les mains jointes, la bouche ouverte et la tête en arrière, sous une croix noire, s'inclinant vers elle, entre les rideaux immobiles, moins pâles que sa figure. Madame Aubin, au pied de la couche qu'elle tenait dans ses bras, poussait des hoquets d'agonie. La supérieure était debout, à droite. 3 chandeliers sur la commode faisaient des taches rouges et le brouillard blanchissait les fenêtres. Des religieuses emportèrent Madame Aubin. Pendant 2 nuits, Félicité ne quitta pas la morte. Elle répétait les mêmes prières, jetait de l'eau bénite sur les draps, revenait s'asseoir et la contemplait. À la fin de la première veille, elle remarqua que la figure avait jauni, les lèvres bleuirent, le nez se pinçait, les yeux s'enfonçaient. Elle les baissa plusieurs fois et n'eut pas éprouvé un immense étonnement si Virginie les eût rouverts. Pour de pareilles âmes, le surnaturel est tout simple. Elle fit sa toilette, l'enveloppa de son linceul, la descendit dans sa bière, lui posa une couronne, étala ses cheveux. Ils étaient blonds et extraordinaires de longueur à son âge. Félicité en coupa une grosse mèche dont elle glissa la moitié dans sa poitrine, résolue à ne jamais s'en dessaisir. Le corps fut ramené à Pont-l'Évêque, suivant les intentions de Madame Aubin, qui suivait le corbillard dans une voiture fermée. Après la messe, il fallut encore 3 quarts d'heure pour atteindre le cimetière. Paul marchait en tête et sanglotait. Monsieur Bourret était derrière. Ensuite, les principaux habitants, les femmes, couvertes de mantes noires, et Félicité. Elle songeait à son neveu, et n'ayant pu lui rendre ses honneurs, avait un surcroît de tristesse, comme si on l'eût enterré avec l'autre. Le désespoir de Madame Aubin fut illimité. D'abord, elle se révolta contre Dieu, le trouvant injuste de lui avoir pris sa fille, elle, qui n'avait jamais fait de mal et dont la conscience était si pure. Mais non, elle aurait dû l'emporter dans le Midi. D'autres docteurs l'auraient sauvée. Elle s'accusait, voulait la rejoindre, criait en détresse au milieu de ses rêves.